suis ravi d'être avec vous et de vous présenter alors le modèle luxembourgeois sur un marché particulièrement tendu. Je vais lancer tout de suite le timer parce que je suis très très bavard. Donc, ce serait mieux que je puisse au moins savoir où j'en suis. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est en fait... est-ce que ça... Hop, ça marche? Oui, ça marche. Donc, je vais vous parler du contexte luxembourgeois tout d'abord, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Donc, un contexte bien entendu marqué par des très fortes pressions sur le marché du logement, du fait d'une demande extrêmement importante en logement et d'une offre extrêmement contrainte, elle, par l'accès au terrain à bâtir. Ensuite, je vous parlerai vraiment de la loi actuelle sur le bail à loyer qui, en fait, remonte à l'après-guerre et qui a été simplement un peu dépoussiérée en 2006. Donc aujourd'hui, on se base sur cette fameuse loi de 2006 qui, en fait, elle-même est l'héritage direct de ce qu'on a mis en place juste après la guerre, au moment où on avait en fait une très très forte pénurie en logement, du fait évidemment des démolitions, des destructions liées à la guerre. Et pour terminer, je vous parlerai du projet de réforme donc, qui a été évoqué tout à l'heure, qui est actuellement en débat enflammé, je dois dire, au Parlement luxembourgeois, et pas seulement au Parlement, mais globalement dans tout le Luxembourg. Donc un projet de loi qui fait l'objet de beaucoup de critiques et aussi beaucoup d'attentes qui malheureusement ne sont pas toutes pour l'instant matérialisées. Donc je vous parlerai des différents éléments qui ont été ajoutés jusqu'encore récemment avec différents amendements sur le projet de loi initial. Alors, avant ça, je voulais juste faire un tout petit préambule, mais ça ne va pas durer très très longtemps. Faire un petit peu de publicité pour l'Observatoire de l'habitat du Grand-Duché de Luxembourg, qui est en fait un service du ministère du Logement, dont les travaux sont réalisés en collaboration avec le centre de recherche dans lequel je travaille, qui s'appelle donc le LISER. Donc, c'est un service public qui permet au grand public de s'informer sur toutes les questions relatives à l'habitat. Donc c'est à la fois un observatoire, donc on produit de la donnée, on l'analyse et on diffuse évidemment des rapports et indicateurs, notamment sous forme de notes, de rapports et de bulletins trimestriels. Donc si vous êtes intéressé par le Luxembourg et le contexte du marché luxembourgeois, tous les chiffres que je vais vous donner, vous les retrouverez sur les différents sites que j'ai mis juste après. Nous, on travaille essentiellement sur 3 grandes thématiques. D'abord, la question essentielle, évidemment, au Luxembourg, des prix, à la fois prix de vente des logements, prix des terrains à bâtir, qui est vraiment la base, je dirais, parce que c'est vraiment le gros souci luxembourgeois. Et puis également les loyers des logements. Et on travaille du coup beaucoup sur la question du terrain. On recense les terrains disponibles, on essaie d'analyser leur consommation, la densité en logements construits. Et évidemment, on s'intéresse depuis quelques années maintenant au grand problème pour nous au Luxembourg, c'est la concentration du foncier entre les mains de quelques propriétaires privés qui détiennent une grande partie des terrains disponibles. Et c'est souvent des anciens agriculteurs qui ont eu la chance d'avoir des terrains qui ont été intégrés au périmètre d'agglomération et qui aujourd'hui ont du mal à lâcher ces terrains, ce qui fait qu'on a du mal, nous, à avoir beaucoup de logements construits au Luxembourg. Et troisième thématique qu'on aborde beaucoup, c'est la question du rôle du logement dans la société, à la fois le coût du logement pour les différents acteurs, la question de la fiscalité du logement, qui est une question centrale aussi, puisque la fiscalité modère beaucoup quand même au Luxembourg le coût du logement, et également la question extrêmement d'actualité elle aussi, du logement abordable. Vous verrez qu'historiquement, tout à l'heure j'entendais le cas hollandais qui est connu pour la qualité et la quantité de son parc social. Le Luxembourg est connu pour la faiblesse de son parc social. Et vous allez voir que c'est vraiment... c'est remarquable. Mais dans le mauvais sens du terme, malheureusement. Alors, toutes les stats que je vais vous présenter ici, comme je le disais, vous pouvez les retrouver sur deux plateformes. La plateforme de l'Observatoire de l'habitat, qui est en fait elle-même sur une plateforme plus large qui regroupe toutes les informations publiques sur le logement, et la plateforme Open Data du gouvernement, qui est elle une plateforme, comme vous avez aussi en Belgique, de données ouvertes, qui permet de retrouver des séries rétrospectives longues et des données détaillées, notamment par commune pour le Luxembourg. Voilà, alors je rentre maintenant vraiment dans le vif du sujet avec le contexte luxembourgeois que je vais vous présenter sous 3 angles importants. Le premier, c'est d'abord, on parle ici de location, mais en fait, historiquement, le Luxembourg a vraiment fait le choix de l'accession à la propriété. Donc on est d'abord un pays de propriétaires, et c'est seulement depuis 20 ans, disons, que le marché locatif privé s'est vraiment développé et a été du coup davantage encadré. Parce que jusqu'ici, c'était un marché relativement restreint, pour 2 raisons. D'abord, historiquement, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement luxembourgeois a vraiment fait le choix d'aider,
en priorité les gens à accéder à la propriété d'un logement. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 71% de la population qui est propriétaire en 2021, seulement 21% de locataires sur le marché privé. Et comme je le disais, voilà, faible parc social, on est à 2% de la population. Et encore, j'ai arrondi au-dessus parce que je pense qu'on est plutôt à 1,5% de la population qui est locataire sur un parc social qui est quand même extrêmement limité aujourd'hui. Et qui est essentiellement géré par des promoteurs publics que sont le Fonds du logement, la Société nationale des habitations à bon marché, qui sont les deux grands acteurs, et aussi quelques communes, la ville de Luxembourg, la commune d'Esch-sur-Alzette, qui détiennent un certain parc de logements locatifs sociaux. L'autre élément qui explique aussi qu'on est un pays de propriétaires, c'est qu'on est un pays à l'origine, historiquement, très rural. Hein, et du coup, on avait un stock de logements qui était majoritairement, jusqu'à il y a peu de temps, constitué de maisons unifamiliales, souvent des maisons détachées dans des communes qui étaient plutôt rurales, hormis bien sûr la ville de Luxembourg. Hein, alors, il faut savoir que contrairement à une idée reçue, le Luxembourg, c'est un pays peu dense, puisqu'on a seulement 660 000 habitants sur environ 2500 km². Donc, on est une densité inférieure en fait à la Belgique. C'est pour vous dire que le Luxembourg est loin d'être un Hong Kong, par exemple, européen. On a un pays qui est plutôt rural. 244 000 logements environ. Et dans le stock de logements, on est à parité absolue entre maisons unifamiliales et appartements. Évidemment, dans la nouvelle construction, on a un rapport un peu différent. On a plutôt 2 tiers appartements, 1 tiers maison. On a environ 3200 logements qui sont construits par an, ce qui est beaucoup en comparaison du stock. Donc le taux de rotation ou le taux de construction dans le parc est très important, mais les besoins en logement sont encore bien supérieurs à ce qui est construit. Et aujourd'hui, on estime qu'on a un déficit structurel en logement d'à peu près 1000 à 1500 logements par an qui manquent pour répondre aux besoins des logements. Alors évidemment, aux besoins des ménages. Évidemment, les gens ne dorment pas dans la rue, mais ce qui est négligé, c'est l'autre composante des besoins en logement, le renouvellement du parc, qui se fait très peu. Donc on a aussi un stock de logements qui se dégrade assez vite. Parce qu'évidemment, on fait le choix d'abord d'accueillir les nouveaux arrivants et seulement après de renouveler le parc. Et il s'avère que c'est très, très compliqué aujourd'hui de renouveler vraiment le parc de logements. Alors, on a aussi des logements qui sont souvent très, très grands. Surface moyenne des logements au Luxembourg, 130 mètres carrés, 170 mètres carrés presque pour une maison et 90 mètres carrés en moyenne pour un appartement. Donc, des surfaces de logements très grands et une sous-occupation des logements qui est aussi un problème important au Luxembourg. Notamment des grandes maisons qui sont souvent occupées par 1 ou 2 personnes. Alors là, il y a un grand tableau avec beaucoup d'informations, mais je voulais juste un petit peu plus insister sur la dernière colonne, qui est en fait celle qui correspond aux locataires sur le marché privé, pour dire qu'évidemment, les locataires sur le marché privé ne sont pas représentatifs absolument de la population luxembourgeoise. C'est un sous-échantillon, une sous-population qui est quand même assez particulière. Donc, comme je le disais, à peu près 25% des ménages, 21% de la population. Beaucoup vivent dans des logements collectifs, bien entendu, essentiellement des appartements, beaucoup plus petits que la moyenne des logements. Aujourd'hui, un logement locatif en moyenne, c'est plutôt 70 mètres carrés, alors qu'un logement en moyenne, vous l'avez vu, c'est quasiment 130 mètres carrés. On a une population locataire qui est évidemment beaucoup plus jeune, plus souvent non luxembourgeoise, plus souvent étrangère. Les Luxembourgeois, évidemment, pour des raisons historiques, sont plutôt propriétaires de leur logement. Une population qui a un niveau de vie très inférieur au niveau de vie médian de la population. Et du coup, un taux d'effort, donc une part de leur budget que les ménages consacrent aux dépenses de logement, qui s'élève en moyenne à 37,3% pour les locataires sur le marché privé, contre seulement 24% pour l'ensemble des ménages. Et là, on parle de taux d'effort hors charges locatives. Donc, on est quand même à des niveaux de taux d'effort qui sont élevés en considérant la définition européenne d'Eurostat. C'est quand on est en surcharge des coûts du logement lorsqu'on est à au-delà de 40% en termes de coûts, en intégrant les charges locatives. Et il s'avère évidemment que là, vous voyez qu'on est dans ces eaux-là pour le Luxembourg en moyenne. Donc, vous imaginez qu'il y a beaucoup de situations qui sont bien plus compliquées et on va le voir juste après. Alors là, je vous ai juste mis quelques graphiques issus d'une note qu'on avait justement consacrée aux différences de taux d'effort entre les propriétaires et les locataires. Donc la courbe la plus en haut, celle qui est en bleu, c'est celle des locataires. Et vous voyez qu'on a eu une augmentation assez significative du taux d'effort, donc de la part que les ménages consacrent aux dépenses de logement, entre 2016 et 2019. Période intéressante, parce que vous verrez juste après, c'est une période qui correspond à une forte poussée inflationniste, à la fois sur les prix et sur les loyers, mais en l'occurrence surtout sur les prix, au Luxembourg, avec des taux de croissance des prix de l'immobilier à 2 chiffres. Et qui culminait jusqu'à 17% d'augmentation des prix
sur l'année 2020 en comparaison à 2019. On est vraiment sur un épisode de hausse des prix qui a été extrêmement important et assez difficile à expliquer, vous verrez. Voilà. Et donc, ce que je disais, gros problème lié au logement au Luxembourg. Le tableau suivant montre qu'en fait, chez les locataires, en 2019, on avait 34%, 34,5% des locataires qui consacraient plus de 40% de leurs revenus aux dépenses de logement intégrant les charges. Donc vraiment, le logement, c'est une composante vraiment majeure du budget d'un ménage qui vit au Luxembourg. Alors ça, je vais passer rapidement parce que je vois que le temps file. Et juste pour vous donner quelques éléments de contexte sur la hausse des prix, donc là, vous avez quelques chiffres récents. Donc, entre le premier trimestre 2010 et le quatrième trimestre 2022, on a eu en fait une augmentation moyenne des prix de presque 7% pour l'ensemble des logements, avec des chiffres qui sont très similaires sur les différents segments, appartements, maisons, anciens, nouveaux. On a des chiffres qui sont assez proches. Et en fait, on a deux épisodes. On a eu une croissance tendancielle assez explicable, je dirais, de à peu près 4,5% par an entre 2010 et 2017. Là, on pouvait expliquer cette augmentation des prix par le décalage structurel entre offre et demande de logement. Et moi, je pense très sincèrement qu'il n'y avait pas de bulle immobilière, mais que c'était un vrai problème de déficit de logement qui se posait. En revanche, depuis 2017, on a eu une accélération, une très forte poussée inflationniste qui a culminé en fin d'année 2020, comme je le disais. Et là, on était systématiquement sur des taux de croissance à deux chiffres, qu'on voit ici. Donc là, on voit bien l'épisode un peu étrange qu'on a observé jusqu'en 2020 et dont on pense qu'aujourd'hui, on est en train d'en sortir avec la décélération sur les prix qu'on observe. Donc là, vous voyez qu'on était parfois au-delà de 15% d'augmentation des prix, ce qui est évidemment très compliqué à soutenir. Alors évidemment, pour l'accès à la propriété, on a trouvé des subterfuges. Les banques, elles ont trouvé des systèmes pour évidemment permettre l'accès à la propriété en augmentant la durée de crédit et aussi en profitant des taux très bas, particulièrement au Luxembourg, je dois dire, parce que les taux ont vraiment baissé beaucoup, même entre 2017 et 2020. Et ça a été vraiment très utilisé pour l'accès à la propriété. Donc jusqu'en 2017, en fait, on avait une situation au Luxembourg qui était très similaire à ce qu'on avait en Allemagne en termes d'évolution des prix, et notamment dans les grandes zones urbaines allemandes. Donc on avait des problématiques logement qui étaient très similaires. Par contre, la plupart des villes allemandes n'ont pas connu le dérapage qu'on a eu depuis 2018. Et comme je le disais, le principal élément d'explication pour nous de ces évolutions de prix, c'est la composante du foncier. Là, vous avez ici donc les mêmes graphiques avec les évolutions des prix des logements existants et neufs en orange et en bleu. Et au-dessus de ça, vous avez la composante du foncier résidentiel avec un indice des prix des terrains non bâtis, dont on voit que lui a augmenté encore plus vite que la composante bâtie. On était quasiment à 9% d'augmentation des prix des terrains nus au Luxembourg, en sachant que la taxe foncière est modique, peu significative, voire, à mon avis, presque inexistante, disons, et que du coup, détenir un terrain, c'est un placement sans coût et vraiment extrêmement sûr. Ce qui explique évidemment que c'est très compliqué d'inciter les propriétaires de terrain à les mettre sur le marché. Alors malgré tout, une petite nuance quand même, c'est qu'on est un pays qui n'est pas immense, près 100 km de hauteur, 70 km de large. Donc un pays qui n'est pas immense, mais des différences de prix qui sont vraiment très importantes, de l'ordre de 1 à 2,5 entre les communes les moins chères qui sont dans le nord du pays et la capitale, Luxembourgville. On est aujourd'hui à peu près à 11 500 € le mètre carré pour un appartement existant. Mais on est, alors je n'ai pas mis la carte ici malheureusement, mais on est à entre 14 000 et 16 000 € le mètre carré pour un logement neuf à Luxembourgville, en dépendant des quartiers. Donc vraiment des prix qui sont aujourd'hui tout à fait en ligne, voire même supérieurs à ceux qu'on observe à Paris, par exemple. Voilà. Alors, qu'en est-il des évolutions des loyers? Là aussi, des évolutions qui ont été importantes, moins importantes quand même, il faut le noter, que les prix de vente. Donc les loyers ont augmenté d'à peu près 3,9% entre 2010 et 2022. On n'a pas eu la forte poussée à partir de 2018 qu'on a observé sur les prix de vente. On a eu une augmentation qui est marquée par la saisonnalité des séries, parce qu'évidemment, la location, c'est saisonnier, particulièrement au Luxembourg. Mais on a quand même une évolution qui est relativement régulière dans le temps, entre 2010 et 2022.
Et là, on est sur des loyers qui sont aussi particulièrement élevés. On est à 39,16 € le mètre carré à Luxembourgville. Et on est aussi à 40 € le mètre carré dans l'autre grande ville urbaine, enfin l'autre grande ville locative du pays, qui est Esch-sur-Alzette, qui est dans le sud du pays, et qui accueille aujourd'hui notamment l'Université de Luxembourg et beaucoup d'acteurs publics importants. Ce qui fait qu'on a eu aussi une très très forte poussée inflationniste sur les loyers, particulièrement depuis, disons, 2010. Et donc aujourd'hui, on est sur des petites surfaces louées et 40 € en moyenne pour un mètre carré. Alors, comme je le disais, on a un parc de logements publics qui est très limité. Donc, la plupart des ménages n'ont pas le choix, en fait, sont obligés de se reporter sur le parc privé parce que tout simplement, ils n'ont pas accès au parc public qui est donc très restreint. Aujourd'hui, c'est environ 3300 logements, un peu moins de 2% du parc de logements, essentiellement détenus par deux grands acteurs qui sont le Fonds du logement, d'abord, 1579 logements en 2020, et les communes, particulièrement Esch et Luxembourgville, qui regroupe au total 1500 logements. Et on a un troisième acteur qui s'appelle Société nationale des habitations et bon marché, qui détient quelques logements locatifs, mais qui surtout se charge de l'autre grande composante du logement public au Luxembourg, qui est l'accession à la propriété à coût modéré. Donc des logements qui sont proposés à des accédants potentiels avec des tarifs très inférieurs au prix de marché, sous condition de revenus. Mais avec une grande différence, c'est que les logements sont en fait vendus sous forme de bail emphytéotique. Alors, je pense que vous connaissez ici aussi à Bruxelles. Donc voilà, les gens ne sont pas propriétaires du terrain, mais ont simplement un bail, payent un loyer sur le terrain et sont propriétaires de la partie bâtie. Donc pas très original, mais un modèle qui s'est vraiment imposé au Luxembourg et qui maintenant qui est systématique pour les logements publics. Donc là, je ne vais pas aussi insister, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je vois que je n'ai pas le temps, donc on pourra en reparler. Mais en fait, le logement public au Luxembourg, c'est beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup de composantes. J'ai mis l'accent sur deux composantes importantes, mais on a aussi une agence immobilière sociale, par exemple, qui est devenue active. On a beaucoup de passerelles entre le public et le privé sur certains segments. On a aussi évidemment des logements locatifs qui sont aidés sous forme de subventions de loyer pour un petit peu donner un coup de pouce aux locataires. Donc, on a différents mécanismes. Et maintenant, je vais me concentrer sur la partie principale de la présentation, qui est la loi sur le bail à loyer. Donc, vous voyez qu'on est pour faire un peu le bilan, on est sur un pays historiquement tourné vers l'accession à la propriété, mais qui a dû quand même trouver des solutions pour réglementer un marché privé qui est devenu pas un refuge, mais qui est devenu une nécessité pour un grand nombre de ménages qui arrivent au Luxembourg, qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété et qui n'ont pas la chance d'avoir un logement sur le marché public, disons. En sachant que, par exemple, pour le fonds du logement, on a des listes d'attente qui, aujourd'hui, excèdent de 1 an et demi à 2 ans. Donc, c'est beaucoup trop long, évidemment, pour des gens qui arrivent. Et c'est très compliqué. Ici, c'est pire. Ah ouais, là. Alors, c'est pas terrible. En fait, je dois modérer mes propos, donc on est plutôt dans une bonne situation. Mais en tous les cas, ça n'est pas une option viable pour un certain nombre de ménages. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'inscrivent pas au Luxembourg sur les listes d'attente du fonds du logement parce qu'ils ne connaissent pas. On est sur un marché aussi où il y a beaucoup de nouveaux arrivants et qui ne connaissent pas nécessairement tous ces acteurs. Donc, ça explique aussi peut-être qu'on est plutôt bien lotis. Alors, donc, trouver des solutions, très compliqué. Historiquement, qu'est-ce qui a été fait? En réalité, c'est très important parce que l'histoire compte, particulièrement en matière de logement. Et donc, les choix qui ont été faits après-guerre sont aujourd'hui ceux dont on a hérité au Luxembourg et ceux dont on a du mal à sortir pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, on a une distribution des loyers qui est telle que si on devait modifier totalement la logique du système, on remettrait tout le monde un peu en difficulté. Des gens qui bénéficient de loyers qui, du fait du modèle actuel, sont relativement modérés, se retrouveraient probablement confrontés à des très fortes hausses de loyers. Donc, modifier totalement le système, repenser tout ça, et mettre en place, par exemple, un miroir des loyers comme en Allemagne ou dans d'autres pays, ce serait très compliqué parce que ça modifierait complètement la structure du système. Donc, pendant des années, on a décidé de conserver le système d'après-guerre, qui lui-même était une forme de dérogation au code civil napoléonien, comme on a en France aussi, qui avait lui consacré la libre fixation des loyers en matière de bail d'habitation.
Après-guerre, évidemment, grand problème, beaucoup de destruction, un déficit en logement colossal. Donc, il a fallu trouver des moyens à la fois d'inciter à la location et aussi de limiter les abus en matière de fixation des loyers. Alors, la solution qui a été trouvée à l'époque, c'était de dire, pour tous les logements qui ont été construits après-guerre, on va obliger les bailleurs à ne pas dépasser un taux de rendement locatif brut de 5%. 5% du capital investi, c'est le maximum qui peut être demandé annuellement pour le paiement du loyer. Et ça, c'était vraiment dans une optique à la fois de rendre l'investissement intéressant, 5% pour l'époque, c'était plutôt vu comme quelque chose de correct, mais d'un autre côté, de plafonner quand même pour éviter des abus à une époque où on avait un besoin en logement qui était tout à fait colossal. Et jusqu'en 87, on a conservé cette loi inchangée. En 87, on a modifié quelques choses à la marge, mais disons, il n'y a pas eu de refonte complète du système. Et c'est seulement en 2006 qu'on a changé le système de manière, là aussi, relativement limitée, en supprimant la distinction entre logements construits avant et après-guerre, qui n'avait évidemment plus vraiment de sens, puisqu'il y avait beaucoup moins de logements construits avant-guerre qu'à l'époque du passage de la loi en 55. Mais on a conservé complètement la logique du système, qui est donc ce système basé sur un plafonnement en vertu du capital investi dans le logement. Alors, pourquoi un tel mécanisme de plafonnement? C'est purement historique, à mon avis, et c'est un choix qui a engagé le Luxembourg et dont il est très difficile de sortir aujourd'hui. C'est aussi la raison pour laquelle, après avoir longuement réfléchi, le gouvernement luxembourgeois a décidé de garder le système, mais de proposer des amendements pour le rendre plus opérationnel, ce que je vais expliquer tout à l'heure. Alors, qu'en est-il dans le détail des différentes règles existantes actuellement? Donc, ce qui est en vigueur tout de suite, c'est la loi du 21 septembre 2006, qui elle-même, en fait, conserve le principe de la loi de 55 et abandonne juste la différenciation entre les immeubles construits avant et après-guerre. Elle introduit également 4 exemptions à la règle. Donc, il y a 4 types de logements qui ne sont pas directement plafonnés comme les logements locatifs privés traditionnels. C'est d'abord les logements de luxe, qui eux-mêmes sont autodéfinis, puisqu'en fait, un logement de luxe, c'est un logement qui a un loyer particulièrement élevé. D'accord ? Donc, si vous fixez un loyer très élevé, vous échappez de fait à la règle générale, mais il va falloir trouver un locataire quand même. Donc, évidemment, ce type de logement, c'est des logements qui ont quand même des services ou une qualité premium pour simplement pouvoir justifier un loyer particulièrement élevé. Et la deuxième règle, éventuellement, c'est un capital investi particulièrement élevé qui va évidemment justifier que vous êtes un logement de luxe. Et je dois dire, à Luxembourgville, ce système est utilisé pour déroger à la règle des 5% du capital investi de manière assez massive. Ensuite, deuxième catégorie, c'est les logements meublés, qui jusqu'ici échappaient totalement à la règle et permettaient le doublement du plafond. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un capital investi plafonné à 5% du capital investi, un loyer annuel plafonné à 5% du capital investi, vous aviez un loyer annuel d'un logement meublé qui était plafonné à 10% du capital investi. Donc, on a eu un rush assez important sur le type de logement meublé. Ensuite, on a la colocation, qui n'a jamais été très réglementée au Luxembourg. Et ça a longtemps été un très, très gros souci. Théoriquement, la colocation ne dérogeait pas au système général, puisqu'on devait, en théorie, avoir un bail unique entre l'ensemble des locataires et le bailleur. Bon, il s'avère que parfois c'était contourné et qu'on pouvait trouver des solutions pour déroger à la règle générale. Ça ne sera pas possible avec la proposition de loi, j'en parlerai tout à l'heure, qui a été présentée. Et dernière catégorie qui s'est développée de façon exponentielle depuis 2000, c'est les chambres meublées, c'est-à-dire des maisons de rapport qui ont été découpées pour en faire des locations meublées. Et vous verrez tout à l'heure qu'en réalité, c'était extrêmement rentable parce qu'en plus, on pouvait intégrer dans le capital investi la construction des murs et la séparation des différents logements. Donc, c'était extrêmement intéressant de louer des chambres meublées. Alors, comme je le disais, la règle, c'est plafond de loyer déterminé comme ça. Donc, le loyer mensuel maximal, c'est le capital investi multiplié par 5%, divisé par 12. C'est très simple. Et sur le principe, et c'est pour ça qu'en 55, ça marchait très, très bien. La plupart des logements avaient été construits récemment. Connaître le capital investi était immédiat et calculer le loyer mensuel maximal était extrêmement simple.
Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des logements il y a très très longtemps et avec des niveaux de capital investi qui sont très difficiles à calculer aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a deux choses dans le capital investi. Il faut connaître sa valeur initiale, mais il faut connaître aussi son évolution au cours du temps et être capable d'analyser, de régler le capital investi d'aujourd'hui et le capital investi de quelqu'un qui aurait acheté son logement il y a 50, 60 ou 80 ans. Et ça, c'est la grande difficulté. Et c'est pour ça que la loi dit le capital investi doit être réévalué en fonction de 3 composantes. Prendre en compte l'inflation, bien entendu, tenir compte des travaux d'amélioration apportés au logement et décoter le logement au fil du temps pour tenir compte, bien sûr, de la vétusté du logement. Alors, pour ce qui est de la fixation initiale du capital investi, il y a 2 cas évidemment à distinguer. Le cas où le logement est construit par le bailleur et le cas où le logement est acquis par le bailleur. S'il est construit, a priori, c'est assez facile puisque le bailleur connaît le prix du terrain. S'il ne le connaît pas ou si le terrain a été acheté il y a 50 ans ou peut-être c'est un terrain dont le bailleur a hérité, dans ce cas-là, on a une fixation forfaitaire du coût du terrain à 20% du capital investi. Ce qui, au regard des coûts du terrain luxembourgeois, n'est pas fou. 20%, c'est une limite basse. Donc ici, on n'a pas un élément inflationniste très important, pour dire vrai. Ensuite, évidemment, on intègre dans le capital investi les prix des constructions, c'est-à-dire toutes les sommes engagées dans la construction du logement et de toutes les dépendances, cave, garage, parking, et ainsi de suite. Et on a aussi la possibilité de mettre dans le capital investi tous les frais, frais d'architecte, frais de conseil, frais d'ingénieur, mais aussi les frais financiers liés au prêt, au logement, pour acquérir le logement locatif, et les frais d'installation initiale de la cuisine équipée. Par contre, les meubles, évidemment, ne font pas partie du capital investi. Uniquement la cuisine équipée. Pour ce qui est de l'acquisition par le bailleur, là aussi, alors en général, le prix du terrain n'est pas indiqué dans l'acte notarié au Luxembourg. Si vous achetez un logement existant, vous n'aurez pas une décomposition entre prix du terrain et prix du bâti. Donc, vous n'aurez pas la possibilité de faire la distinction. Et là encore, on va utiliser un forfait de 20% du prix d'acquisition pour déterminer le prix du terrain. Ensuite, on a le prix d'acquisition qui est inclus dans le capital investi et là aussi, tous les frais divers, en particulier les frais notaires et les frais occasionnés par le prêt. Voilà, donc les intérêts que vous allez payer sur le logement locatif, vous pouvez les intégrer au calcul du capital investi. Et ensuite, au cours du temps, vous allez pouvoir aussi ajouter dans le capital investi tous les travaux d'amélioration du logement. Pas les menus travaux, hein, mais les travaux liés à l'installation, par exemple, de balcons, terrasses, d'une nouvelle cuisine équipée, d'une salle de bain, d'un sauna. Ça, je dois dire, je me suis toujours posé la question pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Et c'est ce que je vous disais, et ça c'est très important, la subdivision de l'habitation en plusieurs logements. Donc, si vous construisez des murs pour faire d'une maison des chambres meublées, vous allez pouvoir intégrer au capital investi la construction des murs. Ou des cloisons, en l'occurrence. Alors par contre, ne sont pas pris en compte tous les travaux qui sont censés être à la charge du locataire, donc vraiment les petits travaux de menu entretien, et tous les travaux d'entretien type tapisserie ou sol, qui sont en principe réalisés par le bailleur. Et vous allez voir quand même que ça a un intérêt, parce que si le bailleur conserve les factures, il va pouvoir quand même l'utiliser. Vous allez voir comment. Alors, jusqu'ici, et c'est là que ça devient un petit peu embêtant, donc jusqu'ici, on avait une règle de réévaluation du capital investi au cours du temps qui était basée sur les grands tableaux qui étaient annexés en fait à la loi sur l'impôt sur le revenu qui est publiée tous les 2 ans. Donc on a des grands tableaux de réévaluation qui se présentent comme ça, qui sont publiés tous les 2 ans et qui permettent à un bailleur qui aurait acheté le logement par exemple en 1998 de savoir qu'il va pouvoir utiliser le capital investi de l'époque et le multiplier par 1,5 pour avoir une version actualisée du capital investi d'aujourd'hui. Si le logement a été acquis en 1944, il va multiplier le capital investi de l'époque par 15,11 pour savoir quelle est la valeur du capital investi d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un grand tableau qui en fait intègre l'inflation et un peu plus que l'inflation dans le calcul. Alors tout ça a été fait de manière assez arbitraire et a été mis à jour sur base de ce qui avait été fait en fait dans les années 1955.
Et on se base aujourd'hui encore sur ce principe pour le calcul du capital investi. Et c'est ça, évidemment, qui a fait l'objet de la réforme dont je vous parlerai par la suite. Alors, il y a un deuxième élément important quand même. On utilise les coefficients de réévaluation, mais on ajoute un autre paramètre qui est la décote pour vétusté. On considère qu'un logement, on va commencer à avoir un problème de vétusté à partir de 15 ans d'existence. Donc la décote s'applique uniquement au bout de 15 ans d'existence du logement. Et la décote correspond à 2% de capital investi en moins par période de 2 années supplémentaires. Mais il faut savoir deux choses. D'une part, dans le calcul de la décote, on ne prend pas en compte le coût du terrain, bien sûr. Lui, il ne se décote pas, surtout pas au Luxembourg, je dois dire. Lui, il se surcote d'année en année. Et on ne prend pas non plus en compte la vétusté si elle est entièrement compensée par le bailleur sous forme d'investissement dans les menus travaux, donc sous forme de tapisserie, plafond, plancher. Donc si vous gardez précieusement toutes les factures, vous allez pouvoir éviter la décote grâce à des investissements assez fréquents dans le logement. Voilà, donc ça c'est pour la fixation du capital investi et comment on calcule le loyer du logement au moment où vous avez un nouveau locataire dans le logement. Si vous changez de locataire, on repart à zéro et on recalcule un nouveau capital investi. Donc c'est très intéressant de changer périodiquement de locataire pour bénéficier d'une nouvelle évaluation potentielle du capital investi. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ce qui est de l'encours de bail? Si vous avez des locataires dans votre logement et que vous êtes bailleur, vous avez la possibilité d'adapter le loyer tous les 2 ans. Et vous avez la possibilité de le faire sans concurrence d'un pourcentage d'augmentation. Vous pouvez augmenter le loyer de 20, 30 ou 40% si vous le souhaitez, évidemment, tant que vous respectez la règle des 5% du capital investi. D'accord? Donc le niveau, lui, est plafonné, mais les augmentations de loyer ne sont pas plafonnées. Alors, dans la pratique, on verra tout à l'heure qu'il y a une instance de conciliation qui a été mise en place qui s'appelle la commission des loyers, qui, dans la pratique, généralement, demande aux bailleurs de limiter l'augmentation en l'échelonnant sur 3 ans. D'accord. Donc, si l'augmentation dépasse 10% au total, la commission des loyers va demander au bailleur, va lui demander, elle n'est pas obligée, mais en tout cas, va lui demander d'échelonner cette augmentation sur 2 ou 3 ans. Et il y a une chose qui est totalement interdite au Luxembourg par la loi, c'est l'indexation des loyers. Vous ne pouvez pas dire je vais indexer mes loyers sur l'inflation, par exemple. Ça, c'est interdit. Il n'y a aucune possibilité d'indexer sur aucune clause de valeur que ce soit. Alors, ça, c'était une question qui m'était posée. Qu'en est-il des logements insalubres? C'était un très gros problème jusqu'en 2019. La loi était très lacunaire. Alors, depuis 2019, on a une loi sur les logements insalubres qui est beaucoup plus détaillée, qui a aussi permis d'éviter certains abus, notamment sur les chambres à café, qui était un très gros problème, notamment dans le sud du pays. Aujourd'hui, honnêtement, la loi a vraiment été un progrès et a permis de définir d'abord ce que c'était qu'un logement, quelles étaient les conditions d'habitation réelles minimales. Et je pense que pour la question des chambres à café, ça a fait une grosse différence. Alors, donc tout ça, c'est très théorique, hein, c'est le cadre dans lequel on évolue. Évidemment, il y a moyen, il est possible qu'il y ait parfois des contestations ou des problèmes entre locataires et bailleurs. Alors, comment fait-on pour contester le loyer? Alors, je dois dire déjà, il y a un point très important, c'est la nullité relative. C'est-à-dire, j'en ai entendu parler au tout début, s'il n'y a pas de plainte du locataire, il n'y a pas de problème. Autrement dit, si le locataire décide d'accepter un loyer d'un logement au-delà des 5% du capital investi, il n'y a aucun problème. La loi ne l'en empêche absolument pas. Donc, seul le locataire peut demander une baisse de son loyer devant la commission des loyers. Ce n'est pas la loi ou la commission des loyers elle-même qui va s'auto-saisir pour demander une réduction du loyer. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de problème. Ça, c'est très important parce qu'évidemment, dans un marché très tendu comme le Luxembourg, où la partie faible, c'est clairement le locataire, ça implique que dans beaucoup de cas, les locataires décident de ne pas porter réclamation devant la commission des loyers. Maintenant, s'il y a litige, alors le locataire, généralement, théoriquement le bailleur, mais ça n'arrive jamais, donc le locataire peut introduire une demande devant la commission des loyers pour que celui-ci calcule le capital investi et donc, par ricochet, le plafond de loyer.
Alors, il faut savoir que la commission des loyers, ce n'est pas un tribunal, c'est juste une instance de conciliation qui fonctionne de la manière suivante. Donc, d'abord, il faut savoir qu'une demande n'est pas recevable durant les 6 premiers mois d'un bail. Donc, c'est uniquement au bout de 6 mois qu'on peut introduire une demande devant la commission des loyers. L'immense majorité des demandes, en réalité, elles interviennent au moment où le bailleur demande une augmentation de loyer. En particulier lorsque c'est une augmentation significative. Et ça peut arriver du coup tous les 2 ans. Le bailleur est obligé d'avertir par courrier le locataire de la demande d'augmentation de loyer. Et il doit y avoir une tentative d'arrangement préalable. Donc une négociation en théorie entre bailleur et locataire qui est obligatoire. Et c'est seulement au bout d'1 mois d'échec de négociation que la demande peut être portée devant la commission des loyers. Commission des loyers qui va d'abord calculer le capital investi sur base des pièces justificatives transmises par le bailleur. Si ça ne suffit pas, si par exemple le bailleur n'a pas des pièces justificatives parce que le logement a été acquis il y a 50 ou 60 ans, alors il peut demander à un expert de calculer un capital investi correspondant à la valeur marchande comparable. Ce qui évidemment est un grand problème puisque ça signifie quasiment le prix de vente actuel du logement. Et ça, c'est le grand souci qu'on a pour l'instant, c'est qu'en est-il lorsque le bailleur ne souhaite pas ou ne souhaite pas communiquer ou n'a pas les pièces justificatives. Dans ce cas-là, on part sur un loyer, un prix de vente qui correspond à un prix de marché. Alors certes, ramené à la valeur de l'année d'achat, mais quand même un prix qui est extrêmement important. Voilà. Donc en cas de désaccord persistant, on a toujours la possibilité de demander réclamation, de porter réclamation et de demander à un deuxième expert. Mais évidemment, ça, c'est un gros souci. Alors, la commission des loyers, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une instance de conciliation qui est composée de 6 membres, 3 membres effectifs, 3 suppléants. Dans les membres effectifs, on a en fait un président qui est généralement un professionnel de l'immobilier. On a un assesseur qui est choisi parmi les bailleurs de la commune et un assesseur qui est choisi parmi les locataires de la commune. Donc, théoriquement, c'est une instance relativement paritaire avec des bailleurs et des locataires qui siègent. On a également un secrétaire qui, lui, est désigné parmi les responsables communaux, parmi les fonctionnaires communaux, pardon. Donc, en fait, on a 6 membres plus 2 secrétaires, un secrétaire et un secrétaire suppléant. Évidemment, la décision de la commission des loyers est sujette à recours devant la justice de paix dans un délai d'1 mois à partir du jour où le locataire et le bailleur ont été notifiés de la décision par lettre recommandée. Alors, j'accélère un petit peu. Quels sont les atouts de ce modèle? L'atout principal, et c'est ce qui a un petit peu justifié la pérennité de ce modèle, c'était une volonté de justice sociale, de dire, lorsqu'un bailleur qui est propriétaire d'un logement depuis 50 ou 60 ans a déjà largement rentabilisé son investissement, c'est normal qu'aujourd'hui, il puisse demander des loyers moindres que ce qu'il aurait pu demander s'il avait acheté le logement aujourd'hui. Donc, on a un vrai découplage entre les loyers de quelqu'un qui détiendrait le logement depuis 1 ou 2 ans et le même logement qui serait détenu depuis 50 ou 60 ans par le même propriétaire. Et ça, c'est tout le problème de la logique. Autre gros atout du modèle, il y a vraiment un intérêt à investir dans le logement, puisqu'on peut à la fois intégrer les travaux d'investissement dans le capital investi et aussi les travaux de maintenance du logement pour enlever la décote. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est un atout quand même important de cette loi. C'est qu'on a un vrai intérêt à rénover et à maintenir le bien. Les limites, on les voit, hein. C'est ce découplage entre logements détenus par des gens qui l'auraient acheté il y a 1 ou 2 ans et des gens qui le détiendraient depuis 50 ans. Et du coup, on a 2 soucis qu'on va voir sur ce graphique qui, en fait, résument, à mon avis, assez bien le problème. Il n'y a aucune raison théorique qu'il y ait un logement qui soit détenu depuis 50 ans par la même propriétaire n'ait pas sur le marché la même valeur que le même logement détenu par quelqu'un depuis 1 ou 2 ans. Donc le loyer annoncé d'un logement, le loyer qu'on pourrait demander pour un logement en théorie, c'est le même. C'est la courbe, enfin, c'est la droite noire. Pour des gens qui achèteraient un logement aujourd'hui au prix de marché, eux ne vont pas pouvoir demander 5% du capital investi. Parce que le prix d'achat est tellement élevé que jamais ils ne pourront trouver un rendement locatif brut de 5%. Les rendements locatifs bruts au Luxembourg, aujourd'hui, c'est plutôt 2,5%, maximum 3%. Donc, on est très en deçà du plafond. Ce qui veut dire que si vous achetez un logement aujourd'hui, le plafond ne sert à rien.
parce que vous n'atteindrez jamais le plafond. En revanche, si vous avez un logement qui est détenu depuis 50 ans par la même famille, là, le loyer que vous pouvez demander est tellement modique qu'en réalité, ça ne devient même plus intéressant de louer, parce qu'on est très, très, très en dessous du loyer de marché. Et en réalité, les gens continuent de louer, mais ne respectent pas le plafond. Seulement, le locataire n'a pas vraiment intérêt à se plaindre, puisqu'il a déjà un loyer qui est très modique, très, très inférieur au loyer de marché. Et donc, on a un système ou une réglementation qui n'est pas respectée. Mais en général, c'est plutôt bien perçu par le locataire qui a quand même un loyer inférieur au loyer de marché. C'est seulement lorsqu'on a une augmentation significative de loyer qu'on va avoir des soucis et que l'affaire va être portée dans la commission des loyers. Et donc, on a un système voilà, un petit peu bizarre, un petit peu déséquilibré et qui renforce voilà, ces différences selon la période d'achat et de détention du logement. Alors, le système actuel, je vais rapidement le présenter. On pourra aussi en discuter à la fin dans la discussion. Il visait justement à changer ce modèle, à le rendre plus opérable. Et pour ça, il y a eu deux grands choix qui ont été faits. D'abord, les objectifs, donc ça c'est la partie basse du slide, c'était garantir plus de protection des locataires tout en conservant le principe de la loi. Parce que changer totalement et radicalement le modèle, ça a impliqué tout remettre à zéro et ça voudrait dire des augmentations de loyer extraordinaires pour certains types de locataires. Donc l'idée, c'était on conserve l'esprit de la loi, mais on la rend plus opérante à deux niveaux. D'abord, je peux directement passer ici. Voilà. Sur le plafond légal, on va introduire des nouveaux coefficients. Donc le grand tableau avec les coefficients que je vous ai présenté, on va le refondre complètement et le rendre plus profitable aux bailleurs, c'est-à-dire avec des taux d'inflation qui sont quand même nettement plus élevés qu'actuellement, pour que quelqu'un qui aurait un logement détenu depuis 50 ans, il bénéficie d'un coefficient de réévaluation qui soit un peu plus important qu'actuellement. En revanche, pour le taux de rendement locatif brut, on va le descendre très nettement. Et on va introduire un découplage selon la capacité énergétique, les performances énergétiques du bien. Ce sera 3,5% du capital investi pour les logements de catégorie énergétique A+, jusqu'à E, et ce sera seulement 3% pour tous les logements dits passoires thermiques, donc de catégorie de performance énergétique F, G, H ou I. Ça, c'est aussi un changement important. 3%, là, on arrive au niveau quasiment atteint sur le marché. Et dans certaines communes plus rurales, où le vide locatif n'est pas exclu, on a des taux de rendement locatif qui, jusqu'ici, pouvaient atteindre 3, 3,5%. Donc là, on touche la limite. On arrive au moment où le plafond peut devenir opérant, y compris pour des biens neufs. On a aussi introduit un changement sur la décote qui est appliqué dès la troisième année, et non plus dès la 15e année. Et donc, la décote, ça s'applique plus tôt, mais seulement à un taux de 1% après 2 ans d'existence. Autre atout de la loi, c'était de préciser davantage le modèle de la colocation et expliquer que, après tout, la colocation, c'est un contrat de bail unique entre une assemblée, disons, une solidarité de locataires et un bailleur, mais les règles générales s'appliquent à la colocation. D'accord ? Donc les 5% du capital investi s'appliquent entre la solidarité de locataires et le bailleur. Et de la même manière, et ça c'est le gros changement, ces règles générales s'appliquent aussi aux chambres meublées. C'est-à-dire que c'est pour l'ensemble des chambres meublées qu'on va calculer la règle des 5% du capital investi. Et vous imaginez que les propriétaires de chambres meublées vont avoir un gros changement parce que jusqu'ici, ils pouvaient demander quasiment 5% du capital investi par chambre. J'en rajoute un petit peu. Aujourd'hui, ils peuvent demander uniquement pour l'ensemble des chambres meublées. Donc ça, c'est aussi un des gros points d'achoppement qui explique les discussions sur la loi. Je ne sais pas s'il me reste encore quelques minutes. 3 minutes encore. Oh, j'ai plein de choses à dire. Alors, à mon sens, ce projet de loi, il avait comme intérêt d'être un projet de loi de compromis. Il conservait le modèle existant. Il permettait de garantir davantage de protection des locataires, j'en ai pas parlé, mais il introduisait notamment l'obligation de contrat écrit, alors que jusqu'ici, on était sur beaucoup de baux oraux, ce qui n'était pas forcément très facile. On avait aussi pas mal de garanties supplémentaires au niveau des locataires, notamment la certitude qu'on ne... Donc d'abord le partage du coût d'agence entre bailleurs et locataires à 50-50, alors qu'avant c'était 100% payé par le locataire. Et aussi un plafonnement de la garantie locative à 2 mois de loyer plutôt que 3 auparavant.
Donc, on a quand même des éléments qui sont intéressants pour le locataire. Mais on a aussi, et c'était la partie compromis, un intérêt pour le bailleur, notamment pour les bailleurs qui détiennent le même logement depuis 50 ou 60 ans, qui avaient possibilité de réévaluer de manière plus significative le capital investi. Évidemment, loi de compromis, ça veut dire critique de la part des bailleurs comme des locataires. Et donc, ce projet de loi, il est aujourd'hui en nette discussion et il a aussi beaucoup changé par rapport au début. Donc, je ne vais pas forcément parler des impacts potentiels parce que je ne suis pas sûr que le projet actuel passera en l'état avant la fin de la législature qui sera en octobre cette année. Donc, on peut encore avoir des changements après le changement potentiel de gouvernement. Mais en tout cas, on voit que cette loi, elle aurait eu probablement plus facilité à passer il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, on est dans une situation où le marché est tellement complexe que ça crispe beaucoup et le logement devient une affaire vraiment très importante au Luxembourg. Alors, je voulais juste terminer en disant qu'avant de plancher sur cette solution, de conserver le modèle existant mais de l'amender, on avait, dans l'Observatoire de l'habitat, fait des études pour voir quid si on change totalement de cadre. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était très compliqué parce qu'il fallait concilier au Luxembourg 4 grands objectifs. Évidemment, on a un vrai problème, c'est qu'il faut encadrer le niveau des loyers parce qu'aujourd'hui, les loyers sont tellement élevés que ça devient un problème d'attractivité pour le territoire. C'est difficile d'attirer des jeunes au Luxembourg avec des niveaux de loyer ou de prix des logements qui sont tels que ceux qu'on a aujourd'hui, même si les salaires sont attractifs. Parce qu'on est sur des prix parisiens, alors qu'évidemment, on ne peut pas proposer la même chose que Paris. Bon. À côté de ça, on a aussi la nécessité de freiner les augmentations de loyers en cours de bail, parce que là aussi, on a un vrai problème de dérapage des taux d'effort des locataires. Et dans le même temps, on a la nécessité de maintenir un cadre attractif pour l'investissement dans un système où on a déjà une pénurie de logements. Et enfin, on a l'impératif de conserver une cohérence avec le système actuel, parce que tout remettre à zéro, ça voudrait dire faire beaucoup de perdants. Et donc, c'est pour ça qu'on en est resté à un système assez proche de celui-là, alors qu'on avait essayé de voir ce que donnerait un système plutôt Mietspiegel, celui dont vous avez un peu parlé lors de la conférence précédente. C'était pas tout à fait un Mietspiegel, mais c'était aussi un système de loyer à points, par exemple, qu'on avait aussi à analyser. Et dont on pense, nous, qu'il ne marcherait pas très bien au Luxembourg, parce qu'on n'est pas du tout sur un système de discussion équilibrée entre bailleurs et locataires, parce qu'on a aussi un problème d'accès aux données, de mauvaise qualité de données actuellement sur les loyers. On a aussi la nécessité, si c'était le cas, de mettre à jour très fréquemment la grille des loyers, parce qu'on a vraiment des fortes augmentations. Et on pense aussi que ce serait très compliqué pour les locataires qui sont aujourd'hui favorisés, ceux qui ont des logements qu'ils occupent depuis très longtemps et qui eux-mêmes sont détenus par la même famille depuis très longtemps, ces locataires risqueraient d'avoir des très fortes hausses des loyers si on introduisait une grille aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai un peu dépassé le temps, comme je l'imaginais. Mais en tout cas, je vous remercie de votre attention et je serai ravi de discuter avec vous pendant la pause ou après.